Si DreamWorks a su se démarquer par rapport à d'autres studios d'animation, c'est principalement dû au traitement de ses histoires et de ses personnages. Imaginons un monde où on doit regarder soit du classique Disney, soit du Pixar, soit du DreamWorks. On va tout de suite commencer à noter une différence. Si Disney, c'est le confort familial, l'absence de prise de risque et le traditionnalisme, sa sous-division Pixar se permet d'être plus expérimentale et ironiquement plus ancrée dans le réel, avec des traitements beaucoup moins féeriques autour des sujets comme la mort, comme l'adolescence ou même sur le fait de grandir. Entrent ensuite les studios DreamWorks, fondés par Steven Spielberg, qu'il est inutile de vous présenter, par David Geffen, producteur à la fois dans le monde de la musique et du cinéma, et bien sûr par Jeffrey Katzenberg, ancien haut placé de chez Disney, qui est venu fonder DreamWorks probablement par revanche envers Mickey Mouse. Je veux dire, quand la plus grosse franchise du studio commence littéralement avec un ogre qui se torche avec une image d'un conte de fées traditionnel adapté par Disney, la haine se voit. Je l'ai dit très souvent sur cette chaîne, Shrek se termine plus qu'une déclaration de guerre. Bref, la force de DreamWorks, selon moi, c'est clairement le traitement, c'est-à-dire les détails de la construction d'une histoire ou d'un personnage. Pourquoi, selon moi? Simplement parce que DreamWorks se permet peut-être de parler à un public un peu plus adulte. C'est une compagnie où un produit d'animation n'est pas forcément un produit réservé aux enfants. Quelque chose que la concurrence, soyons honnêtes, a mis longtemps à comprendre. Par exemple, pourquoi est-ce que malgré des retours pas si incroyables, Spirit est un film auquel on doit au moins s'intéresser? C'est pas juste à cause de ses excellents visuels, de sa musique envoûtante ou de sa mise en scène d'action énergique, c'est parce que DreamWorks a réussi à raconter une histoire intéressante avec un protagoniste qui s'exprime entièrement en voix off. Un film où le protagoniste, ici Spirit, ne peut pas interagir avec les autres personnages de façon verbale, ça pose un défi de taille. Ça rentre dans une catégorie expérimentale qui vient amener une nouvelle façon de raconter une histoire. Et entre-temps, on a la mode du recyclage de propriété intellectuelle. T'imagines ce que ça donnerait Spirit en live action? Parfait mon beau, maintenant tu me fais une tête pensive, on va rajouter un monologue sur l'importance de persévérer et de protéger ta famille au montage et... action! Non, Jean-Jacques, reviens ici! Les personnages de chez DreamWorks, ils traversent des arcs narratifs que chez Disney, il est rare de voir égalés. Si en 2008, vous m'auriez dit que Jack Black, qui fait un gros panda fan de Kung Fu, ça allait devenir une montagne russe émotionnelle dans une histoire parfaitement construite, j'aurais fait quoi, en fait? Je l'aurais ligoté au pied d'un mât et lancé en pleine merde pour qu'il soit devenu marteau. Voilà, parfait. Merci, Stoïque. Alors donc, pourquoi cette intro si longue sur le domaine de DreamWorks alors que vous avez clairement cliqué sur une vidéo sur Jack Frost? Pour vous faire comprendre ce que vous m'avez demandé. Il y a peu, j'ai sorti une analyse du mal sur Pitch Black, le méchant principal du film Les 5 légendes, le réveil des gardiens ici au Québec, vous connaissez. Et en commentaire, je vous avais demandé de me dire, est-ce qu'une analyse sur le protagoniste du film, à savoir Jack Frost, ça vous intéresserait? Vous semblez, comme personnage et protagoniste, adorer Jack Frost. Mais est-ce que vous comprenez vraiment sa complexité? Question à laquelle, une fois n'est pas coutume, je vous invite à répondre en commentaire. Donnez-moi, avant d'avoir visionné cette vidéo, votre analyse du personnage. J'ai très hâte de vous lire et tant qu'à être là, pour ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que de nous dire de quel autre sujet on devrait traiter. Mais bon, donc, comme vous l'aurez compris, mon avis personnel, c'est que DreamWorks brille par la complexité de ses personnages, beaucoup plus que chez Disney. Bon, ok, t'as plein d'exceptions, ça reste la compagnie qui nous a donné Boss Baby, mais le fait étant que de construire des personnages et des histoires plus tridimensionnelles qui n'évoluent pas seulement sur un concept de bien et de mal, chez DreamWorks, sans dire que c'est seulement mieux maîtrisé que chez Disney, ça semble être une priorité scénaristique. Je veux dire, les premières princesses de chez Disney, les Blanche-Neige, les Cendrillon, les Aurores, réveillez-vous, c'est le même personnage! Le pourquoi du comment, c'est que Disney, eux, leur priorité, ça semble pas être la tridimensionnalité de l'histoire, mais le fait de reposer sur certains archétypes, sur des trames narratives qui ont déjà fonctionné par le passé et sur, soyons honnêtes, certains clichés féeriques. Peut-être que cliché est un mot un peu fort, on peut peut-être parler de symboles ou même d'icônes. Bref, chez DreamWorks, on sort du moule et chez Disney, on sait ce qui marche, mais surtout, on sait quelles sont nos forces et on sait comment les exploiter. Ça vient peut-être aussi du fait que Disney, ils ont tendance à adapter des contes de fées qui sont très vieux et donc très stéréotypés. Forcément, les patterns vont commencer à se répéter. Et oui, bien sûr, DreamWorks, il se base aussi sur du matériel source, mais du matériel source beaucoup moins iconique et surtout beaucoup moins connu, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de prendre des libertés. Selon moi, chez Disney, la tranche entre le bien et le mal se fait de façon très facile, avec certaines exceptions bien entendu. Versus les personnages de DreamWorks, où tu peux les voir évoluer sur un spectrum plus complexe. Ils sont plus faillibles, plus développés, mais surtout, ils sont plus humains. Et à mon sens, si un personnage représente cette prouesse d'écriture, c'est de loin Jack Frost.
protagoniste du film Le Réveil des Gardiens. Et comme cette vidéo me fut énormément réclamée en commentaire, soyez sûr de faire un tour sous la vidéo pour réclamer vos thèmes préférés que vous aimeriez me voir traiter. Sur ce, salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on parle de Jack Frost, de son inspiration, de sa mythologie, de son origine, et aussi on discute par rapport à quel est son arc narratif. L'histoire de Jack Frost. Pour le bien de la vidéo, on va assumer que le film Le Réveil des Gardiens se déroule quelque part au début des années 2010, à savoir l'époque où il est sorti. Tout commence avec un jeune homme nommé Jack qui va aller faire du patin sur glace avec sa petite sœur. C'est quelque part 300 ans avant l'action principale du film. On est donc environ en 1712. Malheureusement, la petite fille va se retrouver sur un morceau de glace mince, ce qui va faire que Jack va prendre un long bâton crochu et l'en arracher. Par la même occasion, Jack va se retrouver lui aussi sur de la glace mince et il tombera dans l'eau, mourant d'hypothermie. C'est en voyant cet acte de bonté, de courage et d'altruisme que l'homme de la Lune va ressusciter Jack. Il va lui donner des pouvoirs de glace, il va devenir le seigneur de l'hiver, il va devenir Jack Frost. Je m'appelle Jack Frost. Comment je sais? C'est la lune qui me l'a dit. À la nuit tombée. Mais quand même, il est tombé en plein jour, je sais pas ce qu'ils ont foutu de leur après-midi. Maman, Jack est tombé dans l'eau glacée. Il est mort. Ben ouais, peut-être, mais il faut aller l'aider. Il est totalement mort. On peut au moins aller repêcher son corps et lui offrir des vraies funérailles. Écoute, quelle partie de j'ai pas envie de bouger mon cul pour un ado en pleine crise assez stupide pour aller faire du patin à glace pieds nus, tu comprends pas. Jack va, en se réveillant, faire l'expérience de ses nouveaux pouvoirs. Il peut voler, contrôler le vent et la neige et est capable de manipuler la glace. Seul problème étant, il est une créature magique, choisie par la Lune. On pourrait même dire une créature folklorique. Et, selon les règles de cet univers, quand on ne croit pas en une créature folklorique, elle perd sa forme physique. Ah, madame? Madame? Oh, excuse-moi, est-ce que tu peux me dire où je suis? Eh oh! En fait, du moins, c'est ce qui est montré. C'est pas très clair dans le film si il faut un certain nombre de personnes croyant en votre existence pour avoir une forme physique ou si c'est simplement les personnes qui croient en votre existence peuvent vous voir et vous toucher. Par exemple, moi, je crois au jambon. Je peux donc le voir, le toucher et le déguster. Versus quelqu'un qui n'y croit pas, il ne pourrait pas le percevoir de par ses sens. Quel rapport donc entre Jack et le jambon? Eh bien, c'est que le jambon, il n'est pas sentient, à l'opposé de Jack. Ce qui veut dire qu'il a des sentiments, des désirs, mais surtout, il a des besoins. Genre le besoin de contact humain, ce qui va venir être très gênant quand il va passer les 300 prochaines années comme un esprit de l'hiver totalement invisible aux yeux des humains. Tout ça jusqu'au 21e siècle au printemps où Jack va décider de provoquer une tempête de neige qui va fermer les écoles et s'amuser avec quelques enfants. Parmi eux, le petit Jamie, à qui Jack va faire passer un bon moment jusqu'à ce qu'il se casse une dent et où on voit l'essence du personnage de Frost. Cool, une dent en moi! Trop chouette, par ici la monnaie! S'il vous plaît, une seconde! C'est le bon moment. Vous ne le devez pas à la fée des dents, mais à moi! Je peux savoir ce que je dois faire pour obtenir un peu d'attention? Oui, j'ai envie d'un... Cette petite réplique de dialogue est très importante pour la caractérisation de Jack, parce que c'est là qu'on voit à quel point il a besoin de reconnaissance. Entre-temps, l'homme de la Lune va avoir appelé ses gardiens pour le retour de leur plus grand ennemi, Pitch Black, sur qui on a déjà fait une vidéo au passage. Pitch étant l'ennemi ultime des gardiens, l'homme de la Lune va décider qu'ils ont besoin de renforts. C'est là qu'il va élire un nouveau gardien pour la première fois depuis des siècles, et vous vous en doutez, c'est Jack qui ressortira. Je me demande qui ça va être. Le farfadet irlandais? Pas la cigogne, pitié, pas la cigogne. Jack Frost? Je retire mes paroles. La cigogne, c'est parfait. Les gardiens vont kidnapper Jack et l'introduire à son nouveau titre qu'il va refuser immédiatement. J'ai sûrement dû faire une grosse bêtise pour que vous soyez réunis. J'ai pas été sage, Père Noël? Ah! Passage, toi! Tu battes le record. Mais c'est pas grave, on reprend tout à zéro. Je dois passer l'éternité planqué dans un trou à rats comme vous pour chercher comment acheter la bonne conduite de tous les enfants de la planète? Non, ça non. Je vaux 100 fois mieux. Pitch va ensuite attaquer le palais de la Fée des Dents sous l'Himalaya et enlever les bébés fées ainsi que leurs dents. Quand Jack va rencontrer Pitch, on aura droit à cet échange. Tu restes un témoin neutre. Je fais donc comme si je ne te voyais pas. Ça ne te change pas beaucoup, tu as l'habitude.
Ici, il y a un quand même gros indice par rapport à la construction et au traitement du personnage, dans le sens que sa plus grosse insécurité nous est littéralement crachée à la gueule de façon sauvage. On va apprendre que Peach a pris les faits pour que les enfants ne croient plus en la fée des dents parce qu'ils ne retrouveront pas d'argent sur leur oreiller et qu'il a volé les dents parce qu'elles renferment les souvenirs des enfants. C'est pour cela que nous récoltons les dents. Elles contiennent les souvenirs les plus marquants de l'enfance. Nous veillons sur eux, les petites fées et moi. Et s'il arrive qu'une personne oublie ce qui est important, nous pouvons lui rappeler. C'est là que Jack va comprendre qu'il a une chance de récupérer ses souvenirs que l'homme de la Lune ne lui avait pas rendus au moment de lui donner ses pouvoirs. Si il aide les gardiens à arrêter Peach, la fée des dents va lui rendre ses souvenirs. En récupérant les dents, les gardiens vont tomber encore une fois sur Black, s'ensuivra un combat dantesque qui malheureusement se soldera par la mort du marchand de sable. Non! Non! Jack va charger le Boogeyman de toute sa rage et déclencher une puissante attaque, permettant aux gardiens de s'enfuir. On va avoir droit de multiples scènes montrant les conséquences de la mort de Sable et comment ça vient affecter les gardiens, mais surtout sur comment ça vient affecter Jack. J'aurais souhaité pouvoir faire plus. Pouvoir faire plus? Jack, tu as affronté Noirceur. Tu as sauvé nous. Mais Sable aurait été fier de ce que tu as accompli. Les gardiens vont décider que, pour regagner de la puissance, ils se mettront tous à travailler très fort sur la fête de Pâques, jusqu'au moment où ils tomberont dans le terrier du lapin sur Sophie, la petite sœur de Jamie, qui les a suivis via une des boules de téléportation magique du Père Noël. C'est un résumé, c'est beaucoup moins con dans le film. Les gardiens vont donc aider le lapin avec ses œufs, jusqu'au moment où Jack va se retrouver dans le domaine de Peach et où ils auront une confrontation par rapport à la peur et comment ils peuvent s'entraider. Je n'ai pas peur de toi. Peut-être. Mais tu as quand même peur de quelque chose. C'est la seule et unique chose que je devine toujours. Les plus grandes peurs des gens. La tienne, c'est que nul ne croit jamais en ton existence. Car la réponse à tes questions se trouve là-dedans. Tu les veux, n'est-ce pas, Jack? Tes plus beaux souvenirs. Malheureusement, pendant ce temps, Peach aura envoyé ses cauchemars détruire les œufs du lapin. Le lapin n'ayant plus d'œufs à distribuer pour Pâques, les enfants vont arrêter de croire en lui. Se sentant coupable, Frost va s'exiler en Antarctique, où Peach viendra le confronter et où il expliquera pourquoi il devrait s'allier. Toutes ces années cachées dans l'ombre, j'ai cru que personne ne savait ce que je vivais. Et là, je vois que je me trompais. Rien ne nous oblige à demeurer seuls, Jack. Car moi, je crois en toi, et les enfants croiront en toi à leur tour. Regarde ce que notre union peut donner. Rien ne se marie mieux que le froid et les ténèbres. Pitch Black va dépeindre un monde très sombre, un monde très mauvais, là où, même si Jack y serait presque tout puissant, ça irait contre ses valeurs. Nous obligerons à croire. Nous leur offrirons un monde où absolument tout est... Noirceur? Ils croiront en toi et moi, Jack. Non, ils auront peur. Peur de nous deux. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Alors une bonne fois pour toutes, laisse-moi seul. Ce qui va faire que Jack va se retourner contre Peach et malheureusement perdra le combat. Il va ensuite retrouver ses souvenirs, se rappeler de son origine et se relèvera pour aller une fois pour toutes défaire le Boogeyman. Les enfants partout à travers la Terre ont arrêté de croire aux gardiens, ce qui les affaiblit, tous sauf un, Jamie. Jack se retrouvera donc chez le jeune Jamie où il va réussir à sauver la foi du dernier enfant qui croit aux gardiens sur Terre. Tu viens de prononcer mon nom. Quoi, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Et là, les plus logiques d'entre vous vont probablement se demander qu'est-ce qui se passe si un enfant ne croit qu'à une des 4 légendes, par exemple? Qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui croient à d'autres légendes? Qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui viennent d'autres cultures totalement? Moi, je réponds, ta gueule, regarde le petit lapin de Pâques. Oh non. C'est ça, le lapin de Pâques? Enfin, un qui me voit. Dis donc, mon vieux, où t'étais il y a 1 heure quand je rapetissais? Bref, Jamie va être escorté par les gardiens pendant que Jack va affronter Peach. C'est là où les gardiens vont se révéler au grand jour, là où une petite poignée d'enfants va recommencer à croire, juste assez pour leur redonner de la puissance et pour purifier les cauchemars de Peach, redonnant vie aux marchands de sable. Oui, si beaucoup voient la résurrection de Sable comme trop facile, voire comme un Deus Ex Machina, la réalité, c'est que quand tu prends en contexte le fait que Peach a simplement usurpé ses pouvoirs et que les enfants viennent les purifier, bien, ça a du sens. Les gardiens vont vaincre Peach, Jack va prendre place à leur côté et son arc narratif va se finir sur une fin ouverte, basée sur la bonté intérieure. Eh, allons, qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que tu ne crois plus à la lune quand le soleil paraît? Non. On sera toujours là auprès de toi, Jamie. Et maintenant, en plus, on sera toujours là. C'est globalement l'histoire de Jack Frost, dans le film.
Qui est Jack Frost? La backstory de Jack, c'est un sujet sensible, même quand tu regardes le matériel source. Dire que le potentiel de Jack a été gâché par une histoire qui a fini trop tôt et qui n'a pas eu droit à une suite digne de ce nom, c'est une lame à double tranchant. D'un côté, Jack Frost, c'est un personnage qui est fascinant, surtout quand tu sais quel folklore l'entoure. Donc ne pas avoir plus, je comprends que ça puisse frustrer. De l'autre côté, si on savait tout, moi j'aurais juste plus de vidéos. Cependant, on sait une chose sur Frost, avant d'être Jack dans l'univers des livres, il était Nightlight, le meilleur ami de l'homme de la lune et son gardien personnel. Mais ça, je vous en ai déjà parlé un peu dans la vidéo sur Pitch, bien sûr le lien étant en description. Cependant, si vous voulez en savoir plus sur Nightlight, dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo. En tant que Nightlight, à l'époque, il est celui qui a permis aux gardiens de sceller Pitch Black une fois pour toutes. Et aussi, à travers les histoires, il est le seul personnage à être présent dans littéralement chaque nouvel épisode de la saga des Gardiens de l'Enfance. Cependant, c'est seulement dans le dernier opus qu'il va devenir Jack Frost et où son histoire va s'arrêter, même si William Joyce, l'auteur des livres et le producteur exécutif du film, avait prévu beaucoup plus pour lui. Cependant donc, à défaut de nous demander d'où vient Jack Frost, je vous invite à vous demander d'où vient Jack Frost? La réponse est assez floue parce que des personnages comme Jack Frost, il en existe 13 à la douzaine et très honnêtement, à travers le globe, on ne sait pas trop si c'est plus une expression, un vrai personnage, une légende qui s'est déformée, etc. Bref, des Jack Frost, c'est pas ça qui manque. Et comme mentionné, donc, Jack, on peut peut-être plus le considérer comme une expression qu'une vraie légende folklorique. C'est même très probable que ce soit une expression parce qu'en Angleterre, un Jack, c'est une manière de désigner un homme qui est de manière générale très jovial, amusant et juste un bon compagnon, un peu comme un charlot en français par exemple. Vous savez, mes amis de France dont vous êtes majoritaires selon mes statistiques, nous au Québec on a une expression quand on dit que quelqu'un est un maudit bon Jack, ça veut dire que c'est un très bon ami. C'est probablement de là que ça vient quand tu sais que le Québec a été très modelé par l'Europe. Mais bref, si vous êtes un inconditionnel de la chaîne, vous le savez, le folklore c'est jamais simple. Voyons donc ce qu'on peut y trouver. Jack Frost est au cinéma autant un esprit de l'hiver qu'un usurpateur du Père Noël qu'un bonhomme de neige tueur en série. Ce qui n'est pas constant chez le personnage, c'est que tantôt il est bon, tantôt il est mauvais. Par contre, ce qu'on retrouve dans toutes ces itérations, c'est qu'il est chaotique, un peu comme les tempêtes de neige qu'il amène. Mais une autre constante, c'est que Jack, il semble être une personnification de l'hiver, de la neige, des tempêtes, des glaces, un peu comme chez les Grecs, Ouranos est une personnification du ciel. Ah oui, désolé, pour ceux qui savent pas, une personnification, c'est donner une forme plus ou moins humaine ou et sentienne à un concept plus abstrait, comme par exemple la terre ou le temps. C'est généralement comme ça que les dieux se créent. Et moi, personnellement, en fiction, j'ai toujours adoré les personnages qui utilisent la glace, comme Iceman chez X-Men ou comme Great Fairy Tail. Oh mon dieu, il a fait un compliment à Fairy Tail! Mais c'est pas tant que j'adore Jack Frost parce qu'il a des pouvoirs de glace que j'ai développé cette fascination pour les pouvoirs de glace parce que Jack Frost lui-même est un personnage fascinant. Dans certaines légendes, Jack est connu pour peindre les couleurs de l'automne sur les feuilles et laisser des patterns de feuilles de glace sur les vitres. Quelque chose qui fut adapté dans le film. Avec Jack Frost, c'est ça qui est génial en tant que quantité quand tu écris une histoire. Tu peux faire basiquement n'importe quoi tant que ça tourne autour de la glace et de la neige. Si tu veux qu'il soit bon, c'est possible. Si tu veux qu'il soit mauvais, ça l'est aussi. Pensez-y, pour un auteur, c'est le rêve. Tu as un personnage plus ou moins établi, mais que tu peux caractériser exactement comme tu le veux. Mais chez les histoires plus traditionnelles, la caractérisation et la personnalité de Jack est plus un miroir des personnages principaux qui viennent interagir avec. Ce qui est logique, j'ai envie de te dire. Quelqu'un qui vit de l'agriculture et quelqu'un qui vit de la pêche sur glace ne vont pas réagir à la présence de Jack Frost de la même manière. Du moment qu'il peut aider à protéger les enfants, ça me va. Jack Frost? Il se fiche totalement des enfants. Tout ce qui l'amuse, c'est geler les conduites d'eau et gâcher mes chasses aux œufs. Ça fait un bail. Blizzard de 68, si j'ai bonne mémoire. C'était le dimanche de Pâques, non? Jeannot, tu m'en veux quand même pas encore. Sérieux? Oh que si. Jack Frost, en gros, avant d'être un personnage, c'est un concept qui peut prendre la forme que l'auteur d'une histoire veut lui donner. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'origine. La naissance d'un personnage. Jack Frost, dans Le Réveil des Gardiens, évolue dans ce qu'on appelle un folk tale, littéralement un conte folklorique, c'est-à-dire une histoire originale mais se basant sur quelques éléments mythologiques et culturels, venant prendre la forme que l'auteur veut lui donner, mais tout en n'oubliant pas de bien rendre hommage au matériel source. Matériel source qui, plus souvent qu'autrement, existe en 42 versions différentes parce que ce sont des mythes qui se transmettent par le bouche à oreille. Et honnêtement, au cinéma, c'est ma façon préférée de raconter une
histoire, quand un film sert de porte d'entrée à tout un autre monde derrière. Mais pour Jack en tant que tel, depuis qu'on est une espèce assez évoluée pour comprendre le simple lien de cause à effet, l'être humain a tenté de rationaliser les éléments cosmiques comme l'hiver ou le lever du soleil, en les rattachant, vous l'aurez deviné, à des figures divines. Par exemple, chez les Grecs, l'hiver est né quand Hadès a enlevé Perséphone et où sa mère Déméter, morte de chagrin, a laissé le froid détruire les récoltes jusqu'à ce que sa fille lui soit rendue. Et pour Jack, c'est globalement ça, il est probablement un outil du syncrétisme. Le syncrétisme, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Hadès, c'est quand plusieurs cultures mélangent leur folklore pour aboutir à de nouveaux personnages. Et Jack, c'est ça, c'est le mélange de plusieurs explications à travers l'histoire et de pourquoi il fait froid. Passons donc ensemble les possibles légendes qui ont pu mener à la création de Jack Frost. Chez les Grecs, on a Boré, le dieu du vent du nord, qui avait le droit de foutre le dawa partout quand Déméter s'ennuyait de sa fille, et sa propre fille à lui, Kioné, déesse de la glace. Chez les Scandinaves, on a Ulr, beaucoup trop de consonnes dans ce mot, dieu associé à l'hiver, même si on ne lui a jamais donné le titre de dieu de quoi que ce soit, mais aussi Ymir, le géant du froid et grand-père de Odin. Chez les Celtiques, on retrouve ensuite le Cailleach, la vieille sorcière qu'on associe à l'hiver et aux tempêtes de neige. Ce sont des mythes à propos de divinités qui furent éventuellement reliés au rang de simple histoire pour enfants quand leur peuple fut converti au christianisme. Bien sûr, il existe des centaines, voire des milliers d'autres exemples, j'ai simplement choisi ceux-là parce que c'est ceux que je connais le mieux. Et même si l'apparition du personnage de Jack Frost fut perdue dans le temps, pour trouver une partie de son origine, il faut se retourner vers notre meilleur ami sur cette chaîne, le Prose Edda de Snorri Sturluson, à savoir la seule source non anonyme utilisée pour retracer le folklore scandinave. Une théorie nous dit que dans les Prose Edda, on peut retrouver deux géants du froid qui seraient à l'origine de la création du personnage de Jack Frost. Le premier étant Jökull, dont le nom veut dire iceberg, et le deuxième Frosty, qui veut dire froid. Via la réinterprétation des mythes, ces deux géants de glace seraient devenus Jökull Frosty ou Jack Frost, le seigneur de l'hiver. Théorie assez intéressante à creuser, malheureusement, dans les faits, ils n'ont en commun avec Jack Frost que leur nom et leur association à la glace. Même en tant que personnage, Jökull et Frosty, on sait pas grand-chose d'eux de manière générale, à part qu'ils ont inspiré un personnage d'ici Comics. Vient ensuite l'Angleterre en 1734 avec un pamphlet nommé Round About Our Coal Fire or Christmas Entertainment, un pamphlet rempli de mini-chapitres où on trouve des histoires de fantômes, de sorcières et, assez bizarrement, la première origine écrite connue de Jack et le haricot magique. Bref, vous l'aurez compris, un pamphlet de Noël qui n'a absolument rien à voir avec Noël. Mais le fait étant qu'on peut y retrouver quelques mots par rapport à Jack Frost. Ce moment de l'année étant froid en général, ou quand Jack Frost nous prend communément par le nez. Ce qui, sans être son origine claire et définie, reste encore aujourd'hui la plus vieille mention écrite connue du nom Jack Frost. C'est donc ça, au 18e siècle, la première fois qu'on connaît où Jack Frost a été utilisé pour désigner l'hiver. Ou, comme je l'ai mentionné plus haut, comme une expression reliée à cette saison. Sinon, Jack Frost va te geler les oreilles. C'est qui Jack Frost? Personne, Trésor, c'est juste une expression. Hey! Il va falloir attendre 101 ans pour revoir Jack Frost dans le Kalevala, écrit par Elias Lönnrot. Œuvre traduite donc par Francis Peabody, qui a été vénéré pour sa traduction qui est très fidèle et très réussie, mais on a des raisons de croire que sa traduction spécifiquement au personnage de Jack Frost, c'est rien de plus qu'un autre abus de langage. Pourquoi? Parce qu'il n'est appelé Jack Frost qu'une fois, le reste du temps il est appelé Frost, mais ça reste techniquement, autant qu'on le sait, la première fois où Jack Frost est devenu un vrai personnage. On va donc s'y attarder, c'est un long poème qui raconte une version mythologique de l'histoire de la Finlande, s'inspirant donc de son folklore. Les historiens pensent qu'on y retrouve des parallèles avec l'histoire, mais que les croyances et les biais cognitifs via les siècles l'ont déformé pour en faire une romantisation des légendes et histoires finlandaises. Et dans un de ces chapitres nommé The Frostfiend, qu'on traduit par le démon du froid, on retrouve bien enfin Jack Frost comme personnage à proprement parler. Dans ce chapitre, un héros nommé Lemminkainen va tenter de déclarer la guerre aux terres du Nord, là où leur maîtresse va invoquer l'esprit de Jack Frost pour bloquer leur bateau dans la glace. Et Lemminkainen, quand il va voir Jack Frost apparaître devant lui, il va le charger, le plaquer au sol et l'envoyer dans une fournaise. Il va l'insulter, lui dire que sa mère n'était personne, que son père était pernicieux et que les seules personnes à avoir eu de quoi abattre de lui de toute sa sainte vie, c'est le serpent qui le nourrissait de venin à la place de lait maternel et le froid qui berçait son berceau. Il y a probablement une grande part de symbolisme là-dedans par rapport à pourquoi le froid est un élément aussi cruel. C'est là que Jack va se retrouver menacé de se faire enfermer dans une forge divine,
Lynn battra mort par un forgeron et que si ça marche pas, on va juste l'amener devant l'été elle-même qui va s'occuper de son cas. Jack va retrouver sa liberté en promettant de ne pas faire de mal aux héros et de les laisser tranquilles pour qu'ils puissent partir et retrouver son chemin. Ce sont des éléments qui tournent bien autour du personnage de Jack Frost, comme quoi c'est un personnage solitaire qui a beaucoup souffert. Et autant dans le fait d'être menacé que dans le fait d'être un esprit du chaos, ça se transmet parfaitement à l'écran. Une introduction parfaite. Regardons ensemble la scène d'ouverture du film. L'obscurité. C'est mon premier souvenir. Il faisait noir, il faisait froid. Et j'avais peur. Top! Voilà, c'est fait. Tout est mis en place. Déjà, on parle de l'obscurité, du fait que c'est le premier souvenir de Jack, du fait qu'il a froid et surtout qu'il a peur. Et l'obscurité, le froid, la peur et les souvenirs de Jack, en plus d'être les thèmes principaux du film, c'est ce qui va venir mettre Jack sur les rails de son arc narratif. Pour l'obscurité, c'est ce qu'il va mener à traverser 300 ans de solitude. Autant une obscurité littérale dans sa rivalité avec Pitch qu'une obscurité symbolique dans le pessimiste de son sort et dans l'inconnu de son identité. Justement, parlons-en de l'identité de Jack, ça reste une grosse partie de sa quête principale. Il ne sait pas qui il était avant de devenir Jack Frost, et on a déjà établi que l'identité de Frost, culturellement parlant, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui est un ressort narratif qui vient très bien utiliser l'amnésie de Jack. L'amnésie en fiction, c'est souvent mal utilisé, comme dans Smallville par exemple, où c'est juste une excuse pour créer du drama et allonger les saisons. Mais dans ces cas-là, c'est l'amnésie d'un personnage préexistant, et on sait très bien que ça va pas durer. L'amnésie de Jack, elle arrive au début de l'histoire, à un moment où on ne sait rien de lui, et donc on apprend à découvrir le personnage en même temps que le personnage lui-même. Autant dans les moments d'émerveillement et d'innocence infantile, quand il découvre ses pouvoirs pour la première fois, que dans les moments plus sombres où il ressemble à un cadavre mort congelé. Le spectateur partage toujours ses émotions. Ensuite, nous avons le froid, quelque chose de beaucoup plus littéral. De 1, parce que ça fait partie de ses pouvoirs. De 2, parce que ça fait partie de son nom, donc de son identité. Et de 3, parce que le froid, c'est ce qui l'a tué pour devenir Jack Frost. Bref, le froid, l'hiver, etc., ça fait partie du point central du film, à savoir la quête identitaire. Et finalement, l'autre thème principal, la peur. Soudain, j'ai vu la lune. Elle était énorme. Et elle brillait si fort. Elle avait l'air de chasser l'obscurité. Et une fois celle-ci disparue, ma peur, elle aussi, s'évanouit. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais la peur, c'est ce qui vient lier les personnages de Jack et de Pitch. Les deux personnages ont peur de la même chose, à savoir le fait de ne jamais être reconnu. La différence étant que Pitch veut être reconnu parce qu'il veut retrouver sa toute-puissance et que Jack veut qu'on le voie pour ne plus être seul. Encore une fois lié à sa quête identitaire parce que la peur vient modeler qui sera Jack à la fin de son arc narratif, montrer ses ressemblances avec Pitch, mais aussi, et plus important encore, montrer ses différences. 48 secondes de film, incluant le logo où tu vois Jack Frost hijack le logo de DreamWorks. 48 secondes, c'est tout ce que ça a pris au film pour nous mettre sur les rails de l'arc de Frost. Ce qui, à mon sens, est un signe de narration pleinement maîtrisé. Et justement, parlons-en de la narration. Et ce que l'on attendait de moi, ça, je ne l'ai jamais su. Et quelque chose en moi se demande si je le saurai un jour. Le film, il ouvre avec Jack qui fait de la voix off. Et là, je sais qu'il y a probablement des fans de CinemaSin derrière votre écran, blablabla. La narration n'est pas automatiquement une mauvaise chose au cinéma. En effet, ça peut être assez mal maîtrisé, comme dans Pacific Rim, désolé Del Toro, tu sais que je t'adore. Mais ton film ouvre littéralement en faisant de l'exposition pas subtile pour deux sous. Quand une vie extraterrestre est entrée dans notre monde, elle a surgi des profondeurs de l'océan Pacifique. Une fissure entre deux plaques tectoniques. Un portail entre deux dimensions. C'est un problème assez courant chez Hollywood d'utiliser la narration pour introduire l'histoire et littéralement prendre le spectateur par la main. Ça vient aller à l'encontre de la première loi du cinéma, à savoir « ne me le dis pas, montre-le-moi ». C'est généralement connu comme une faiblesse scénaristique. J'insiste sur généralement. Comme par exemple dans Twilight, où tu as juste l'impression que Bella lit le scénario, mais certaines œuvres, comme par exemple Encanto, commenceront leur histoire par une narration sous forme de chansons dynamiques, pour au moins donner du rythme et de l'expression à cette exposition. Et la narration peut être très bénéfique pour l'histoire, comme dans Iron Man 3, qui va nous offrir une introspection sur le personnage de Tony, superposée avec l'explosion de ses armures, montrant que son arc narratif va tourner autour de la destruction et de la reconstruction de son personnage. Pour le réveil des gardiens, c'est un de ces cas où la narration est bien utilisée.
Pourquoi? Parce que Jack, encore une fois, il est amnésique. Le problème avec toutes ces narrations, c'est que tu as l'impression que les personnages principaux, donc les personnages à qui l'histoire arrive, ils en savent beaucoup trop sur l'histoire en elle-même. Jack, il ne sait rien. On se demande comment il est arrivé dans le lac. On se demande qui il est et surtout qui est la Lune. Pourquoi elle parle à Jack? Quelque chose qui est aussi porté par le ton de voix de Frost. Et quelque chose en moi se demande si je le saurai un jour. Se finissant sur cette ligne de dialogue. Je m'appelle Jack Frost. Comment je sais? C'est la Lune qui me l'a dit, mais c'est tout ce qu'elle m'a dit. Et c'était il y a déjà très longtemps. On appelle ça un hook, un crochet en français, un élément narratif qui vient accrocher le spectateur et lui donner envie de connaître la suite. Un bon hook, c'est aussi ce qui est censé donner envie à des exécutifs de studio de connaître la suite de l'histoire et donc de valider le projet. Par exemple, la disparition de l'Avatar. Moi, personnellement, j'ai tendance à dire qu'un bon hook dans une bonne intro amène 1 ou 2 réponses et 10 fois plus de questions. Ici, les réponses apportées par cette narration sont: le personnage s'appelle Jack Frost, c'est la Lune qui lui a dit, et il a des pouvoirs de glace. Ok, d'accord. Les questions que ça engendre maintenant. Comment Jack est arrivé là? Comment la Lune lui parle-t-elle? Et à part un simple nom, qui est Jack Frost? D'où viennent ses pouvoirs? Pourquoi la Lune ne lui a pas reparlé depuis si longtemps? Depuis combien de temps exactement? Et surtout, pourquoi elle lui a révélé ces quelques informations si c'est pour en cacher autant? Bref, c'est une narration réussie. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas faire de l'exposition, elle vient faire de la caractérisation et du développement. 2 éléments qui sont cruciaux pour une bonne histoire. Ensuite, en termes de mise en scène, c'est magnifique, surtout autour de cette espèce de naissance symbolique à travers la glace et de Jack qui est immobile au fin fond de l'eau. La lumière, les plans de caméra, les couleurs, tout est sombre sans être fade et mystérieux, tout en révélant une quantité satisfaisante d'informations. Très tôt aussi, on voit l'iconographie des pouvoirs de Jack avec cette petite texture de vitre gelée, une façon de signer visuellement le passage du personnage. Genre, par exemple, dans le film, ça, c'est de la glace, et ça, c'est la glace créée par Jack Frost. Il y a une différence. Mais tout ça vient établir aussi quelque chose. Jack Frost est un enfant. Regardez-le s'amuser en découvrant ses pouvoirs, ou son manque d'équilibre en plein vol. On dirait un petit qui tient pour la première fois sur un vélo. Tout ça, bien sûr, jusqu'au moment où Jack arrive au village. Jack ne peut pas interagir avec qui que ce soit. Il est invisible, il est intangible, il n'existe pas. Et ça va venir énormément l'affecter. Si dans le film, il est mort à l'âge canonique de 18 ans, dans le livre, il n'en avait que 14. L'auteur lui-même le compare à Peter Pan, un enfant qui ne grandit jamais et qui est lié à un tragique accident de patin à glace. Juste au cas où vous vous rappeliez pas, j'ai fait une vidéo sur le fait que Peter Pan est un psychopathe. Et pour un adolescent, le contact social, c'est quelque chose de très important. On trouve que les ados qui ont des contacts sociaux sains sont non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure forme physique. Je me permets de passer très vite là-dessus parce que j'ai énormément parlé des problèmes générés par la solitude dans ma vidéo sur Pitch Black. Mais bref, les grandes lignes, c'est que cette solitude, c'est même ça qui va conduire Pitch à être un méchant. En plus de ses dessins diaboliques, il est aussi dans une souffrance constante due à la solitude. Pourquoi est-ce que Jack ne va pas suivre ses traces? À cause de ce qui l'anime au fond. Selon le Père Noël, tous les gardiens ont quelque chose qui les anime au fond, quelque chose qui vient mouler leur personnalité. Par exemple, selon North, lui, ce qui l'anime au fond, ce sont ses yeux. Il est capable de tout voir, une sorte de façon imagée de dire qu'il est capable de lire une personne. Mais aussi, il dira qu'il est capable de trouver et donc de faire ressortir le bon en chaque personne qu'il côtoie. Voilà ce qui m'anime au fond. C'est avec ça que je suis venu au monde. Des yeux capables de percevoir la merveille dans tout ce qui m'entoure. Ça se voit même dans la scène où il est le premier à dire que Jack Frost fera un bon gardien. C'est un irresponsable et égoïste gardien. Jack Frost est bien des choses, mais ce n'est pas un gardien. Et Jack, ce qui l'anime au fond, c'est simple, c'est le plaisir. C'est pour ça qu'il est l'opposé parfait de Pitch. Il est né avec la capacité de donner du plaisir à qui que ce soit, là où Pitch distribue la peur de cette même façon. Autant les enfants qui s'amusent avec leur luge que sa petite sœur qui voulait juste aller patiner. Descends, tu me fais peur. Jack! Tu nous fais rire, Jack. Sois prudent. Promis. J'avais une famille, j'avais une sœur. Je l'ai sauvé. Oui. Il m'a donc choisi pour ça. Et même s'il est frustré et irresponsable de manière générale, en bout de ligne, quand une situation demande du sérieux, il est la personne parfaite pour trouver le côté positif et détendre l'atmosphère. Jack, j'ai peur. Tu ne vas pas tomber dans l'eau. Au contraire, on va drôlement rigoler. Non, c'est pas vrai. Tu crois que c'est une farce? Oui, tu t'amuses toujours à faire des farces. Il ne va rien t'arriver. Il faut que tu crois en moi. Ce qui vient faire de Jack un gardien parfait.
Et pourtant, un héros imparfait. Le Réveil des gardiens est un film de super-héros. En plus d'être un conte folklorique, c'est aussi super-héroïque qu'il est possible de l'être. Le Larousse définit les super-héros comme suit. Dans les comics, personnages au pouvoir extraordinaire combattant des menaces contre lesquelles les forces de l'ordre traditionnelles restent impuissantes. Bon, déjà, de par cette définition, c'est clair qu'on s'adresse à une équipe de super-héros, ils ont des pouvoirs, des symboles propres, même leurs propres repères et véhicules. Suivez-moi tous au traîneau! Oh, surtout pas. Mon terrier, mes règles, alors attachez-vous. Shostakovich! Oh! Et le terme héros en tant que tel vient du grec qu'on pourrait traduire par protecteur ou défenseur, ce qui est exactement le rôle que les gardiens ont par rapport aux enfants. Et si vous trouvez que d'aller chercher une étymologie vieille de plus de 4000 ans juste pour prouver un point, c'est aller chercher beaucoup trop loin, ben déjà c'est clairement la première vidéo que vous voyez sur cette chaîne, sur ce abonnez-vous. Et de deux, même dans le monde du super-héros moderne, ben les héros grecs ils ont juste une influence de malade. Par exemple, la super force de Superman c'est quelque chose qu'on retrouve chez Héraclès et son invulnérabilité en contraste avec une faiblesse qui vient le perdre à tout coup, bah c'est Achille. À noter aussi que comme Persée, Superman est d'héritage surpuissant et fils d'un membre de la haute société qui sera exilé alors qu'il n'est qu'un bébé dans un landau vers des terres inconnues dans le but qu'il survive. Ensuite, tu vois Iron Man qui va s'échapper d'une captivité d'une nation ennemie qui exploite ses inventions et mettant à profit son intelligence pour créer des gadgets qui lui permettront de retrouver sa liberté. C'est à quelques mots près l'histoire de Dédale. Wonder Woman est littéralement une Amazone, donc membre d'un peuple grec qui prie Athéna et qui dans certaines versions est la fille de Zeus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les héros grecs sont écrits comme étant parfait. Bon, ok, c'est pas vrai. Les héros grecs sont absolument tous remplis de défauts. Ils sont presque tous des personnes horribles. Mais le fait étant que, narrativement parlant et iconographiquement parlant via l'art antique, eh bien, ils sont mis sur des piédestals et vénérés comme des modèles à suivre. C'est pour ça que des héros violents, immatures et colériques comme Héraclès sont vus comme des légendes, de par le fait qu'ils sont nés dans une histoire qui a pour but de les glorifier. Ce qui s'est transmis à l'image du super-héros moderne. Vient ensuite Jack. Contrairement à beaucoup d'autres héros, Jack, son but, il n'est pas noble à 100%, il n'est pas particulièrement beau ni mis sur un piédestal, son altruisme laisse à désirer, et du côté d'idolâtrer, ben Jack Frost, c'est une grosse victime. Yeti t'ont traité correctement, j'espère? Oh ouais. J'aime être flanqué dans un sac et jeté à travers un portail magique. Oh, tant mieux! C'était mon idée! Je suis pas un gardien. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Pas un seul qui croit en toi, tu vois. Tu es invisible, mon gars. C'est comme si tu n'existais pas. Je suis un lapin magique. Le vrai lapin de Pâques, Jack. Ça te plaît pas, mais les gens croient en moi. Et aussi quelque chose d'important, Jack Frost, il a de gros défauts. Et là, je parle pas juste de petits défauts ici et là, mis pour que ce soit plus tridimensionnel, ou d'un gros défaut qu'il va devoir surmonter pour arriver à la fin de son arc et devenir essentiellement parfait. Non, je parle de défauts qu'il va devoir apprendre à maîtriser, mais qui vont toujours faire partie intégrante de sa caractérisation. Il est immature et impulsif, mais c'est cette impulsivité qui le rend efficace contre Pitch. Pourquoi? Parce qu'il est aussi imprévisible que puissant. Et pour autant qu'on le sache, à la fin du récit, il n'a pas pris en maturité, il reste toujours aussi chaotique et indomptable que le froid de l'hiver. La fin du film, en tant que telle, c'est pas une petite fin de conte de fées où Jack est devenu aussi parfait qu'il est possible de l'être. C'est une fin, narrativement parlant, réaliste, où comme toute vraie personne, Jack, il a le droit à ses défauts, mais aussi aux qualités qui viennent les balancer. Ce que je veux dire, c'est que Jack est un personnage imparfait, et ça, c'est ce qui le rend, dans son œuvre, le personnage le plus humain. Dans le sens où les autres gardiens, ils se définissent tous par ce qu'ils sont, être le Père Noël, le Marchand de Sable, la Fée des Dents et le Lapin de Pâques, c'est 100% de leur identité, c'est tout ce qu'ils sont. Mais Jack, il veut être réel, il veut qu'on le reconnaisse, il veut plus, il veut une famille, il veut des amis, il veut des interactions sociales, il veut une vie. Probablement pour ça que son nom de créature folklorique est le seul de tout le récit à contenir son véritable nom. Il s'appelle Jack Frost, la Fée des Dents s'appelle Tutelina, le lapin il s'appelle Jeannot, le Marchand de Sable il s'appelle Sandy, et le Père Noël, il s'appelle Nicholas St. North. Jack, lui, c'est simple, il n'a pas pris d'alias. Il est Jack Frost parce qu'il veut être une vraie personne. Et ce thème, on va le voir tout au long du film via une scène récurrente, à savoir quand les enfants lui passent à travers. Quand Jack se rend compte qu'il n'a pas de forme physique pour les humains, c'est un enfant qui passe à travers lui. Même chose pour Pitch et pour ce qui se suit. Vers la fin, Black va tenter d'attraper un enfant et le manquer. Et c'est quelques scènes plus tard que Jamie va encore une fois courir à travers Jack, mais cette fois, faire un contact physique avec lui et le prendre
dans ses bras, faisant écho à la première scène où on lui passe à travers avec une expression faciale similaire et un découpage qui se ressemble incroyablement. Parce que c'était ça l'arc narratif de Jack Frost, c'était un jeune enfant chaotique et immature qui va apprendre à utiliser sa grande puissance pour oui donner du plaisir aux enfants, mais aussi les protéger. Et aussi c'est l'histoire d'un être humain qui va perdre son humanité et va devoir la regagner en devenant plus que ce qu'il était à la base. Jack a sauvé un enfant et encaissé à sa place le froid glacial de l'hiver, c'est maintenant lui qui doit dompter ce même froid pour pouvoir protéger des millions d'autres enfants. C'est un grand frère qui aimait jouer des tours à sa petite sœur, il est devenu un esprit chaotique et le seul gardien à avoir réellement passé du temps avec les enfants, s'assurant qu'ils puissent s'amuser. Un allié lui prend ses souvenirs de force, un ennemi lui rend avant de le trahir, et c'est ces mêmes souvenirs qui viendront compléter son arc. Avec Jack Frost, donc, on peut peut-être pas parler d'un super-héros parfait au niveau de Superman, mais d'un héros humain qui a appris quelque chose d'important, l'altruisme, le sens du sacrifice, et qui prend toutes ses qualités et ses défauts pour devenir, selon moi, un des personnages les plus complets de l'histoire de l'animation. Sur ce, Jack Frost, c'est vraiment un monstre d'écriture, de folklore et de recherche. Sérieusement, je sais pas si cette vidéo va lui rendre justice. Pour son alignement, c'est littéralement la personnification de l'hiver. L'hiver peut être synonyme de joie comme de problème. Je pense donc qu'il est possible de le mettre à chaotique neutre avec un bon penchant vers le chaotique bon dû à la fin de son arc. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour plus de déconstruction de personnages de la compagnie DreamWorks. Dites-moi en commentaire de quel autre sujet on devrait parler et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.